je n'ai pas nécessairement une image dégradée de citoyen ordinaire. J'ai bien l'impression qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire, une pédagogie politique qu'il faut faire, expliquer. Et il est évident que tous les citoyens ne s'engagent pas de la même manière. Il y en a qui sont très passifs. Il y en a qui peuvent, par exemple, être actifs. Et au moment où, en fait, nous parlons, je ne pense pas qu'il soit exclu que dans beaucoup de débats aujourd'hui qui sont soulevés au niveau des instances internationales, que ces débats aient été emmenés simplement par les experts et les technocrates. J'ai bien le sentiment, par exemple, sur la question de l'environnement, c'est une question justement qui s'est posée de manière sérieuse et avec acuité dans les États. On a vu progressivement des citoyens, par exemple, devenir de plus en plus sensibles à la question de l'environnement. Et en général, c'est cette sensibilité, justement, qui pousse souvent les technocrates et puis nos dirigeants à se dire il y a véritablement un problème, par exemple, auquel il faut être sensible. Autrement, ces populations devant lesquelles nous sommes redevables, d'une certaine manière, lorsqu'on n'agit pas de cette manière, seront, par exemple, un peu en colère publique et peuvent, par exemple, agir de telle sorte que certains gouvernements soient sanctionnés. Moi, j'ai été, par exemple, impressionné de la réaction des Canadiens lorsqu'ils voyaient, par exemple, l'ancien Premier ministre sur la question de l'environnement tenir des positions qui semblaient conservatrices. Et il me semble que les citoyens qu'on a s'intéressent à la politique. Il est certes nécessaire d'avoir quelquefois recours à des technocrates, mais je ne crois pas qu'il faut laisser en fait ces questions aussi mondiales et aussi complexes simplement à la science infuse des technocrates. Parce que si les populations peuvent, dans certains cas, être manipulées, je crois également que les technocrates peuvent également l'être. Mais en tout cas, ce sont là de grands défis qui demandent à la fois une mobilisation des citoyens et qui demandent également, je pense, l'engagement en fait, de ces technocrates. Donc je ne serais pas porté à dire qu'il faut davantage mettre l'accent sur les technocrates, moins sur les citoyens, ou bien en fait mettre davantage l'accent sur les citoyens et moins sur les technocrates. Mais je pense plutôt que certaines questions, justement, aujourd'hui, à l'échelle internationale, ce sont des questions qui sont soulevées, qui vont souvent de la base vers ces institutions. Même la question de la pauvreté, il a fallu que les gens écrivent. Pendant des années et des années, les technocrates ont proposé des formules pour sortir ces pays, par exemple, de la pauvreté. Il a fallu que des organisations non gouvernementales, les citoyens dans les États disent finalement que la question de la pauvreté est importante pour que cette question devienne également un débat dans les instances internationales. Je crois que peut-être, je me trompe, je n'étais pas ici à l'Université Laval, dans les années 60, je n'étais pas encore né non plus, ni dans les années 70, mais je crois savoir que si on regarde un peu les programmes de l'Université Laval, on aura du mal à trouver, par exemple, ici en faculté de philosophie, un professeur, par exemple, qui donne des cours sur la pauvreté mondiale. Mais il a fallu que, en fait, dans les États même, l'engagement de ces citoyens, que ce débat s'impose pour qu'on dise, en fait, c'est un sujet qui vaut la peine et qui peut même faire l'objet d'une thèse. Et ce n'est pas un technocrate qui est en train de faire une thèse ici. Je pense que c'est un petit citoyen qui revient d'Allemagne. Et pour la question des liens, il me semble que c'est une question colossale, à mon sens. Et personnellement, quand je regarde cette thèse qui a été produite, je me dis ceci, que s'il y a des travaux, par exemple, futurs, c'est justement d'insister sur ces liens. Comment, par exemple, le niveau international peut, par exemple, impacter sur le niveau international. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut justement en fait des actions de coopération. Et à ce que je sache, malgré en fait tout ce que cela suppose justement de difficultés, ces actions sont quand même d'une certaine manière entreprises. Elles sont faibles, elles sont insuffisantes, elles peuvent être renforcées, mais il y a quand même cette conscience aujourd'hui qui existe et qui s'impose, qui consiste à dire qu'on a besoin justement au niveau international d'un certain nombre de mécanismes pour affronter
un certain nombre de défis et que les pays individuellement ne peuvent pas y faire face. Je prends acte de cette conscience. Maintenant, comment il faut par exemple adresser et régler ces problèmes, c'est une grosse question. Et je pense que si je signale par exemple l'Université Laval, je rencontre l'essentiel des professeurs, je leur pose cette question-là, ils vont me dire ouais, grosse question, on va y réfléchir. Ça va? Oui. Merci. Merci. Il y a dans les rapports une bonne convergence, je pense, à la fois des compliments et des critiques. Donc, je ne vais pas répéter tous les compliments, je pense, j'ai aussi trouvé que c'est une thèse très stimulante, d'une lecture très agréable. J'en profite moi aussi pour saluer la grande ambition du travail fait, qui se situe sur le double plan de l'histoire des idées et de la philosophie politique, ce qui est courageux, évidemment. Je partage la majorité des critiques qui ont été formulées jusqu'à maintenant, notamment celle de notre examinatrice externe quant à la confusion autour des trames argumentatives. Je n'ai pas été tout à fait convaincu par la réponse là, tout à l'heure à ce sujet-là. Il me semble même qu'il y a confusion entre non pas 2 mais 3 trames argumentatives. Il y a un argument d'histoire des idées comme telles, à propos de la généalogie des institutions internationales. Et il y a une seconde trame narrative qui est plutôt une critique du cosmopolitisme institutionnel. Puis il y a une troisième trame narrative qui est peut-être finalement la plus fondamentale, même si elle est peu discutée. C'est celle que Sylvie a appelée l'argument de la démocratisation interne, qui est annoncé dès le départ et qui semble d'une certaine façon structurer les intuitions des autres thèses. Donc cette idée selon laquelle il faudrait d'abord travailler sur les processus réels. Bon, il y a différentes façons dont on présente cette idée de démocratisation interne dans la thèse, et c'est surtout là-dessus que j'aimerais insister dans mes questions. Donc, un des objectifs principaux, comme je le disais, annoncé dès le départ de la thèse, c'est cette idée cette volonté de défendre une approche que vous dites enracinée dans les institutions réelles, existantes, qui consisterait à travailler directement sur ce que vous appelez les processus réels de la démocratie, qui peuvent émerger au sein d'États réels, d'États existants. Et pour vous, ça voudrait beaucoup mieux, là, si on a des visées de justice ou de démocratie, ça voudrait beaucoup mieux que de travailler ou de focaliser sur un modèle institutionnel et supranational fort, utopique, à l'échelle globale, donc tel que semblent souhaiter les tenants d'un cosmopolitisme institutionnel. Donc, plutôt que de se lancer vers cette espèce d'horizon difficilement atteignable, vaut mieux, vous nous dites-vous, miser sur les institutions existantes. Ce serait, au fond, une bien meilleure façon d'améliorer le sort des individus, le sort des peuples. Et à partir de là, donc, je voudrais vous poser 3 questions qui touchent cette idée de démocratisation interne. Donc, vous nous dites, je le répète, il faut jouer sur les processus réels, il faut encourager, inciter l'exercice de la citoyenneté à l'intérieur même des États réels, parce que, comme vous insistez pour le dire à plusieurs reprises, seuls les citoyens libres, éduqués, informés, peuvent vraiment faire avancer, du moins dans un court ou moyen terme, la démocratie et la justice. Bon, d'accord. Ça, c'est, au fond, la thèse principale qui vous amène à douter des propositions du cosmopolitisme institutionnel. Mais encore, il fallu nous dire comment. Comment est-ce qu'on fait? Il me semble que un des problèmes principaux avec la thèse, c'est qu'il y a cet argument de fond qui la structure, puis en même temps, vous laissez entièrement de côté la question de savoir par quel genre de mécanisme
comment on va réussir à travailler sur les processus réels, comment est-ce qu'on va achever ou réaliser cette démocratisation interne, hein? Comment est-ce qu'on va réaliser cet espoir démocratique. C'est sans doute possible de le faire sans l'implémentation d'une structure supranationale. Je suis plutôt sympathique à votre égard de ce point de vue-là, mais encore faut-il expliquer comment, qu'est-ce que ça veut dire favoriser, qu'est-ce que ça veut dire appuyer les processus démocratiques réels dans les États existants. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, elle porte sur, elle me ramène à l'intervention de Sylvie Loriot, et elle porte sur le rapport entre cette démocratisation interne et la question de la justice globale ou des institutions internationales. Parce qu'il faut se rappeler que votre thèse se présente comme une thèse sur les questions de justice internationale ou de justice globale, ou de démocratie globale, et non pas comme une thèse de démocratie, de justice sociale ou de démocratie nationale, si on veut. Alors là, on peut se demander, mais alors quel est le lien entre cette thèse d'une démocratisation interne et les institutions internationales, hein? Est-ce que ces processus de démocratisation interne passent par les institutions internationales? Quel est le rapport des institutions internationales pour la réalisation de ces vœux? Quel genre de travail est-ce qu'on doit faire à l'échelle internationale pour que cette démocratisation interne se produise? Et si je fais fausse route, si ce travail de démocratisation interne ne se fait pas via les institutions internationales, bien là, il faut que vous m'expliquiez mieux comment cette thèse s'articule à votre projet. En quoi est-ce qu'on parle encore d'un travail sur la question internationale ou sur la question globale? Donc, il faut montrer un lien entre les deux thèses pour qu'on comprenne la pertinence de défendre ce processus de démocratisation interne dans le cadre d'une thèse où on critique le cosmopolitisme institutionnel et où on présente une généalogie des institutions internationales. Ce n'est pas suffisant de dire qu'on préfère une approche bottom-up à une approche top-down. Hein. Il faut donc une approche c'est pas suffisant de dire qu'on préfère une approche du bas vers le haut à une approche du haut vers le bas. Et encore faut-il nous dire comment s'articulent le haut et le bas. Ce qui m'amène d'ailleurs à répéter une question de Sylvie Loriot à laquelle vous n'avez pas répondu, mais qui me semble absolument incontournable, étant donné que vous parlez de ces sujets à la fin de la thèse. Comment est-ce que le processus de démocratisation interne peut nous aider face aux défis globaux tels le terrorisme et en particulier peut-être davantage l'environnement? Donc deux exemples que vous me donnez en fin de thèse, qui dans le cas de l'environnement, hein, un des véritables problèmes de la situation environnementale, c'est ce problème d'action collective à l'échelle mondiale. Hein. On a peut-être tous avantage à combattre la crise, à combattre le problème environnemental, mais on a avantage à le faire ensemble. Un État ne veut pas faire tous les sacrifices nécessaires sans que les autres y participent. Et donc là, on a un véritable problème d'action collective qui explique en bonne partie pourquoi on ne s'attaque pas plus sérieusement à la crise écologique. Et là, on peut se demander, et donc je répète la question ici de Sylvie Loriot, en quoi est-ce que, et c'est ma troisième question, en quoi est-ce que le processus de démocratisation interne va nous permettre de faire face à ces problèmes d'action collective. Donc, je répète très brièvement les trois questions. Hein. Alors, par quel mécanisme, comment est-ce qu'on réalise la démocratisation interne? Deuxième question, quel est l'apport des institutions internationales
à cette réalisation des processus démocratiques à l'intérieur d'États existants, ce qui m'amène à vous demander de justifier en quoi il s'agit d'un travail de justice globale, de démocratie globale. Et troisième question, en quoi est-ce que cette démocratie interne peut nous aider à faire face aux défis internationaux. Puis j'ajoute, en conclusion, une quatrième question qui que je posais en fin de rapport. Vous avez un dernier chapitre où il est question de terrorisme et d'environnement, mais aussi où il est question de pauvreté multidimensionnelle. Vous trouvez très, très intéressant cette discussion de la pauvreté multidimensionnelle. J'ai été parfaitement convaincu, comme le seraient, je pense, tous les cosmopolites institutionnels, dans votre analyse, mais j'aimerais savoir, excusez-moi, j'aimerais, j'ai pris une pastille juste avant, mais je sors, je me débarrasse à peine d'un virus. Pardon. Alors, pouvez-vous mieux m'expliquer en quoi est-ce que cette discussion de la pauvreté multidimensionnelle s'inscrit dans le cadre de votre thèse?